Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous choisir et de nous retrouver en ce jour encore pour le décryptage de l'actualité, rencontre et échange nouveau numéro. Le thème, les élections de 2024, enjeux et défis. Les Togolais savaient il y a de cela une semaine maintenant que le 13 avril prochain, ils se rendront aux urnes pour un 12 scrutin législatif et régional. Est-ce que les Togolais sont prêts à faire cette première expérience? On n'a jamais couplé d'élection chez nous au Togo. Comment préparer l'électorat? La population a accompli ce devoir civique qui porte désormais sur deux élections. Pour en discuter, M. Nathaniel Olympio, il est mon invité. Il est le président de Kekeli, le cercle d'études stratégiques sur l'Afrique de l'Ouest. Merci, monsieur, d'accepter notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je suis heureux de partager ce plateau avec vous. C'est cela. Autre son de cloche, justement, à propos de ce 12 scrutin du 13 avril prochain. Première question, est-ce que vous êtes surpris lorsque le gouvernement a annoncé cette date? Est-ce que ce n'est pas surprise ou bien vous y attendez à ce que ce scrutin se déroule, comme on l'a dit, dans le premier semestre de cette année 2024? En fait, il n'y a pas de surprise à avoir. À partir du moment où le chef de l'État a décidé de ne pas respecter la Constitution, de ne pas respecter le terme normal de la fin du mandat des députés, ça c'était la surprise. Mais à partir du moment où cela a été fait, eh bien, il n'y a plus de surprise, puisqu'ils ont décidé eux-mêmes de choisir de manière complètement délibérée, de manière complètement isolée la nouvelle date au mépris de la Constitution, au mépris des règles qui sont imposées. Et ça, vous savez... Il y a quand même un délai au-delà de la date limite, ou en tout cas de la fin du mandat de la législature actuelle. Les dispositions sont prises quand même à ce qu'on puisse prolonger jusqu'à l'élection de futurs députés. Alors, c'est là où vous voyez que la manipulation des textes est là à plein régime. Parce que pour ne pas respecter une échéance électorale, il faut une bonne raison. Il faut une raison de force majeure, c'est-à-dire un événement imprévisible qu'on ne peut pas contrôler, qui s'impose à tout le monde. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de cas de force majeure. Et d'ailleurs, quand le régime a annoncé le report des élections, ils n'ont même pas donné une raison qui justifie ce report-là. Donc, en réalité, ils l'ont fait par convenance personnelle et ils l'ont fait parce qu'ils ont décidé de le faire. Donc, il n'y a aucune raison qui justifie ce report. Mais ils n'en ont pas donné. Et quand on observe, ils n'en ont pas donné. Et quand on observe la vie sociale, la vie politique, il n'y a aucun élément qui vienne sous-tendre, qui vienne justifier pourquoi ils ne respectent pas la Constitution. Est-ce que les exemples de la préparation de ces scrutins n'imposent pas ce report peut-être? Puisqu'il fallait préparer une bonne élection, comme vous le souhaitez toujours, n'est-ce pas? Mais écoutez, ça fait 5 ans qu'on savait que le terme de la législature était le 31 décembre, le 30 décembre 2023. C'est sûr depuis 5 ans, parce que la Constitution a fixé les règles, a fixé les délais, et le délai ne doit pas être bouleversé. Sauf que nous sommes dans un pays où ne pas respecter la Constitution ne dérange pas le régime, et donc ils ont un beau matin décidé de ne pas respecter cette échéance-là. Et donc, à partir de ce moment-là, le choix d'une nouvelle date est complètement arbitraire. Donc, ils pouvaient choisir aussi bien le 31 décembre 2024 que le 13 avril qu'ils ont choisi. Voilà ce que c'est fait, c'est le 13 avril qu'on se rendra aux urnes, mais ce n'est pas seulement pour les députés, pour eux aussi, les conseillers régionaux. Et alors, quelles appréciations vous en faites? En fait, c'est la première fois que les Togolais vont être... je dirais, confrontés à 2 scrutins simultanés. Le même jour, dans le même bureau de vote. Et ça nécessite quand même un certain nombre d'informations, un certain nombre de préparations. Mais sauf que ce que nous observons, c'est quoi? C'est que l'annonce de l'élection le 13 avril a été faite à 2 mois de l'échéance. Et jusqu'à présent, on ne voit pas... C'est dans le test, n'est-ce pas? Enfin, le délai réglementaire a été respecté, n'est-ce pas? Sauf qu'aujourd'hui, vous ne pouvez même pas parler de délai réglementaire, puisque la date qui a été fixée, elle a été fixée de manière complètement aléatoire. Ce n'est pas une date constitutionnelle, c'est une date qui fait plaisir au prince. Comme je disais tout à l'heure, ça aurait pu être le 31 décembre 2024. Donc, il n'y a plus aucune disposition constitutionnelle qui encadre ce qui est en train de se faire.
Et à partir de ce moment-là, je pense que le fait de l'originalité de deux scrutins simultanés, il aurait fallu se donner le temps d'expliquer aux Togolais, de comprendre pourquoi les Togolais vont devoir faire deux gestes à la fois et comment ça se passe. Et tout cela, ce n'est pas fait et je pense que ça n'augure pas d'un scrutin qui va se dérouler dans de bonnes conditions. Certains ont passé à un report carrément, pour tout coupler en 2025 avec les présidentielles. Et ils auraient pu le faire. S'ils ont choisi le 13 avril, pourquoi ne pas choisir le février 2025 par exemple? Donc tout cela témoigne du peu de considération qu'on accorde non seulement à notre loi fondamentale, mais aussi au peuple togolais. Parce qu'on ne respecte pas une constitution qu'on a mise en place. Et à quoi ça sert d'avoir un texte fondamental si, selon le bon vouloir du régime, on peut ne pas respecter telle disposition ou telle autre disposition? Et ça, c'est symptomatique de la manière dont le pays est conduit. C'est ça. Oui. Est-ce que ça ne fait pas aussi un peu d'économie aussi de coupler les élections? La notion de couplage des élections, c'est une chose, d'accord? Mais ce sont des choses qui devraient en principe se faire dans la concertation, dans la participation de toutes les forces pour qu'on se mette d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui se font de manière unilatérale, sans l'avis de personne, sans consulter les forces politiques. Et c'est cela qui fait que on constate que le peuple togolais n'est pas pris en considération. Il y a le cadre de concertation, le CPC, ah bon? Où on discute de ces questions. Ah bon? D'accord, si on veut, sauf que moi, quand j'écoute les uns les autres, ceux qui participent à cette concertation, je vois que ils ne sont pas contents. Ils dénoncent ce qui est fait là-bas. Ils dénoncent les décisions qui sont prises. D'ailleurs, la question de changer le nombre de députés de 91 à 113, après nous avoir parlé de 117, eh bien, ils ont dénoncé cela, que ça n'a jamais été décidé dans leur cadre de concertation. D'accord. Donc, tout cela montre que finalement, ce régime organiser des élections, c'est une corvée pour ce régime. S'ils pouvaient s'en passer, ils s'en passeraient. Mais comme ils sont un peu obligés de le faire, eh bien, ils font comme ils veulent, ils font quand ils veulent, et ils font quand ils veulent bien le faire. Dans une de vos sorties, vous dites que les Togolais n'ont pas besoin d'élections. Pour vous, je vous cite, les élections sont juste un chiffon rouge que le pouvoir agite périodiquement, un chiffon vers lequel, comme des taureaux, les partis politiques foncent et s'entrechoquent parce que chacun veut donner le premier coup. Qu'est-ce que ça veut dire, Tadeo Limpio? Écoutez, moi, ce que j'ai observé, et je pense que beaucoup de Togolais aussi ont fait le même constat, c'est que les élections au Togo, c'est toujours une source de division pour la classe politique de l'opposition. Source de division parce qu'il y a compétition, parce que chacun veut être le meilleur, et chacun se bat les uns contre les autres, tout en étant ensemble dans l'opposition. Vous voyez que dans ces conditions-là, l'élection ne peut pas être un facteur qui contribue à obtenir le changement qu'on souhaite. Parce que les forces qui devaient se battre ensemble, la main dans la main, eh bien, ils s'entrechoquent et ils se battent les uns contre les autres. Ça, c'est une première chose. Ensuite, les conditions dans lesquelles les élections sont organisées sont des conditions qui ne favorisent pas la démocratie dans ce pays. Vous voyez? Donc, notre lecture des choses, c'est que les élections ne sont pas démocratiques, les dés sont pipés, les résultats sont connus d'avance, et quand toutes ces conditions sont mises côte à côte, je ne vois pas l'intérêt d'aller servir de faire valoir à un régime qui n'a aucune considération pour les règles démocratiques. L'élection pour ce régime, c'est une formalité qu'il faut faire pour peut-être satisfaire la communauté internationale. Mais il peut en être autrement. Ce n'est que pas les élections et pas le vote, n'est-ce pas, qu'on peut accéder au changement dont vous rêvez, dans tout le monde. Je pense que c'est une grave erreur de réfléchir dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que les élections doivent être l'instrument de régulation de la vie politique. Oui. Sauf qu'au Togo, depuis 30 ans que ce régime fabrique des résultats, ils sont passés maîtres dans la manipulation des scrutins. D'accord ? Et depuis 30 ans, à quoi est-ce qu'on assiste ? On assiste au fait qu'ils ont fini par renvoyer les observateurs qui viennent de l'extérieur, en refusant la participation d'un financement extérieur,
Pourquoi ? Parce qu'ils veulent simplement avoir la maîtrise totale de toute la chaîne électorale et toutes les institutions qui participent au processus électoral, eh bien, toutes ces institutions sont finalement affidées au pouvoir en place. Quelle est la conséquence ? La conséquence, c'est que même les observateurs internationaux qui venaient et qui, de temps en temps, faisaient des rapports critiques, qui nous donnaient quand même quelques indications. Avec des recommandations, bien sûr. Hein. Même si ces observateurs n'avaient pas d'impact sur les résultats et ne changeaient pas fondamentalement quelque chose, leur présence nous permettait d'avoir quelquefois des rapports et des recommandations. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Même les observateurs togolais à l'intérieur du pays, les nationaux qui veulent participer à l'observation des élections, mais le régime refuse. Parce que soit ils ne sont pas malléables, soit on ne peut pas les contrôler. C'est le cas, par exemple, de la commission Justice et Paix de l'Église catholique. En 2020, le régime a refusé sous prétexte qu'on ne savait pas comment cette organisation internationale était financée. Donc vous voyez que il y a donc cette maîtrise de toute la chaîne des institutions qui participent à l'élection, si bien que les résultats au final sont des résultats fabriqués. C'est cette maîtrise de la manipulation des résultats et des scrutins qui, c'est ça qui me fait dire que l'élection au Togo, ça n'a aucune espèce de valeur, ça n'a pas d'importance et ce n'est pas à travers ce canal-là que les Togolais peuvent avoir ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire la démocratie. Je vais vous dire une chose. Allez-y, oui. Quand le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a pris le pouvoir en 2005, ses amis de la CEDEAO, ses amis de l'Union européenne, tout le monde a commencé à argumenter en disant « Oui, c'est un jeune, il a fait des études, et il a de bonnes manières, et c'est le fils du général, dictateur, et donc, si on lui donnait le pouvoir pendant un mandat, il ferait une transition et il va mettre le pays sur les rails de la démocratie. » Et on disait que nous sommes engagés dans un processus de démocratisation. Eh bien, 20 ans après, le chef de l'État, il est là. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Il n'a pas fait la démocratisation. Et aujourd'hui, nous sommes dans un processus inverse. C'est-à-dire qu'il a engagé le pays dans une autocratisation. On n'est plus dans un processus de démocratisation, on est revenu dans un processus d'autocratisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, eh bien, les Togolais ont été floués. Ça veut dire que les Togolais ont été trompés. Et aujourd'hui, on a encore récemment, en fin d'année, l'Assemblée nationale qui nous dit qu'ils veulent modifier la Constitution. Pour donner des années supplémentaires à sa présence au pouvoir. Le mandat qui va passer de 5 à 7, c'est ça ? Eh bien, ils ne l'ont pas dit officiellement, mais c'est ce qu'on entend dire. Mais quelle est aujourd'hui la raison qui puisse motiver le changement de la Constitution pour passer de 5 ans à 7 ans. Quelle est la raison ? Je pense que nous sommes justement dans un pays où finalement on fait du peuple togolais ce qu'on a envie de faire, on fait de la démocratie le jeu qu'on a envie de faire et nous avons un masque, on a comme un masque de démocratie. Le Togo n'est pas un pays démocratique. D'accord ? S'il n'y a pas d'élection, avec quoi va-t-on remplacer le mode, n'est-ce pas, de désignation des représentants du peuple ? Vous faites bien parce que vous dites que le mode de désignation, en fait, aujourd'hui, les gens qui sont à l'Assemblée sont simplement désignés par le pouvoir. Ils décident à qui ils veulent donner la victoire et à qui ils ne veulent pas donner la victoire. C'est comme ça que ça se passe. Alors que, en réalité, si nous étions dans un pays démocratique, ce que l'on ferait, et c'est ce que moi je recommande, et c'est ce pourquoi je me bats, c'est que nous devons avoir la liberté de choisir qui doit représenter les Togolais à l'Assemblée nationale. Nous devons avoir la liberté de nous exprimer, de nous réunir, de défendre nos idées. Malheureusement, tout cela, eh bien, dans le système autocratique qu'on nous impose aujourd'hui, il n'y a pas tout cela. Et c'est aussi pour ça, parce que les gens qui dirigent le pays, ce ne sont pas des démocrates. Une démocratie, c'est avoir des hommes et des femmes qui soient démocrates à la tête d'institutions démocratiques. On n'a pas tout cela, donc nous ne sommes pas démocratie. C'est pour ça aussi que les dirigeants de ce pays n'ont pas, je dirais, la notion de reddition de comptes. Ils gèrent le pays, ils prennent des décisions politiques, ils mettent en place des politiques publiques, mais ils ne rendent pas compte au peuple. Et on voit que la gouvernance
global du pays est quelque chose qui n'apporte pas satisfaction au niveau économique. Par exemple, on voit comment le régime en place, depuis une soixantaine d'années maintenant, ils ont passé leur temps à nous marteler qu'ils se battent contre la pauvreté, la lutte contre la pauvreté. Mais moi, la question que je leur pose, c'est à quel moment est-ce qu'on va se battre, qu'on va lutter pour la prospérité? On a mis en place un système, le FNFI, pour aider les plus pauvres, nous dit-on. Mais ce programme ne peut pas en lui seul représenter la politique publique, la politique économique du Togo. Voyez-vous, on amène des gens qui sont dans l'extrême pauvreté à un niveau de pauvreté. Et ça veut dire que la population togolaise, on la confine dans la pauvreté. Après 60 ans de politique de cette nature, on a encore des régions, des préfectures. Je prends le cas de Loti Est, par exemple. Jusqu'à 76% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Dans le Grand Lomé, où c'est la capitale d'ailleurs, eh bien, on voit que la pauvreté augmente. Nous sommes passés, il y a quelques années, à 27% de pauvres dans le Lomé, et nous sommes aujourd'hui à 34%. Donc, on fait des efforts pour baisser un peu l'extrême pauvreté dans la région des savanes et on abandonne complètement la capitale et l'extrême pauvreté commence à progresser dans la capitale. Et quand on les entend parler, ils nous disent, eh bien, nous avons une croissance économique, nous avons des bons résultats. Oui, c'est vrai. Ils ont eu l'année dernière environ 5,2% de croissance. Très bien. Mais ce qu'ils oublient de nous dire, c'est que en face des 5,2% de croissance, nous avons jusqu'à 5,7% d'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la croissance est érodée par l'inflation. Vous êtes une mère de famille, vous gagnez 1000 francs. Du jour au lendemain, votre patron vous dit, OK, désormais je vous donne 1200 francs. Sauf que lorsque vous allez au marché, le bol de maïs que vous achetiez à 800 francs, désormais, la vendeuse vous dit que c'est 900 francs. Et donc, l'augmentation de salaire que vous avez est complètement absorbée par l'augmentation du prix. C'est cette fierté de vie que les Togolais endurent tous les jours et on ne voit pas la politique publique qui va permettre de sortir les Togolais de cette situation parce que il n'y a pas une politique qui permette que tout le monde s'élève progressivement et que la production de richesse puisse bénéficier à tout le monde. Les choses doivent se faire autrement, n'est-ce pas? Alors, les choses doivent se faire autrement et de mon point de vue, par exemple, non seulement on doit aider la population la plus fragile économiquement, mais il faut qu'on crée un cadre général pour que les Togolais puissent s'épanouir, puissent produire de la richesse. Non seulement soit en mesure de créer des entreprises et de créer des emplois, mais il faut que l'environnement général concourt à la production de cette richesse-là, et c'est ça qui sort tout le monde de la pauvreté. Il ne s'agit pas de travailler uniquement sur ceux qui sont extrêmement pauvres, en laissant les autres, mais il faut une politique publique qui permette à tout le monde de se lever et que la production de richesse bénéficie effectivement à l'ensemble de la population. C'est ça. Rencontre Champ, nouveau numéro, nous parlons des défis et enjeux du scrutin du 13 avril prochain. Nathaniel Olympio, président du réseau des centres d'études stratégiques sur l'Afrique de l'Ouest, est mon invité. C'est avec lui que nous faisons le tour de ces questions. Pendant encore d'élections, il y a eu beaucoup d'innovations, enfin, si on peut les appeler ainsi, le nombre de députés qui est porté de 91 à 113, la session électorale de 30 à 39, la caution est connue avec une discrimination positive pour les femmes, peut-être pour susciter beaucoup plus de candidatures féminines. Alors, que dire de toutes ces dispositions du code électoral? Alors, la première chose qu'il faut souligner, c'est que tout est parti de la question du poids de représentativité de chaque député. Tout est parti de là. C'est ça. Et nous avons toujours dénoncé le fait qu'au Togo, tous les députés n'avaient pas le même poids au sein de la population. Et qu'est-ce que le régime... Vous revenez au découpage électoral, ça, hein? Oui, c'est le découpage électoral. Oui. Qu'est-ce que le pouvoir a fait? Ils ont décidé, au lieu de pointer du doigt et de régler le vrai problème qui est mis en lumière,
Ils ont décidé simplement d'augmenter le nombre de députés, en passant de 91 à 113 aujourd'hui. Alors, une fois qu'ils ont fait ça, quel constat on fait? Après qu'ils aient réparti selon les régions le nombre de députés. Je vous donne 2 ou 3 exemples rapidement. Oui. Si vous prenez la région maritime, c'est quoi? C'est à peu près 2 millions 599 955 habitants. 2 599 955 habitants. Et pour la région maritime, ils ont mis 31 députés. Quand je regarde la région centrale, c'est quoi? C'est à peu près 795 529 habitants. Et on leur affecte 16 députés. Quand je prends la population dans la région maritime, je divise par le nombre de députés affectés, ça nous donne à peu près 83 000 et quelques habitants. Et quand je fais la même opération pour la région centrale, ça me donne à peu près 49 000 et quelques, disons 50 000 habitants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un député dans la région maritime représente 83 000 habitants et un député de la région centrale représente 50 000 habitants. Il y a une distorsion, il y a une inégalité. Et cette inégalité, eh bien, c'est contre les dispositions de la Constitution. Vous savez, mais il y a des situations pires encore, parce que quand on est dans le Golfe, par exemple, et à Goué, et dans le Grand Lomé, bien, c'est 150 habitants pour un député. Donc c'est encore beaucoup plus grave. Mais quelle est la difficulté? La difficulté, c'est quoi? C'est que le régime nous dit, oui, ils n'ont pas fait la répartition des députés uniquement sur la base de la population, mais ils ont pris en compte la dimension géographique, ils ont pris en compte des dimensions spécifiques à chaque région. Moi, j'entends bien, mais on ne peut pas chercher à régler un problème de géographie. On ne peut pas chercher à régler un problème de spécificité d'une région en ne respectant pas la Constitution, qui dit que tous les Togolais sont égaux. Je pense qu'il y a d'autres cadres dans lesquels ces problèmes de géographie et ces problèmes spécifiques peuvent être résolus. C'est dans l'aménagement du territoire, c'est dans les transports, c'est dans les politiques publiques sectorielles dans chaque région. C'est tout ça qui va répondre aux spécificités de chaque région. Mais ce n'est pas en jouant sur le nombre de députés par région que les problèmes spécifiques à une région vont être résolus. Surtout en ne respectant pas la Constitution. L'idéal serait quoi? Le critère de définition, en tout cas de répartition des députés. Le critère, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'un député est le représentant de la nation. Un député représente une population. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? On ne dit jamais qu'un député représente un territoire. On ne dit pas qu'un député représente les spécificités d'une région. Donc, ce sont les hommes et les femmes du pays qui sont représentés par un député. Donc, le critère, il doit être basé uniquement sur le nombre d'habitants. C'est ça le critère principal. Okay. Et la caution? Ça aussi sur des polémiques, puisqu'on l'a juste trop élevé. Est-ce que c'est juste cette caution? Certains pensent qu'il faut juger ça par rapport à la rémunération des députés quand ils seraient élus, ou bien est-ce que c'est aussi subjectif à tout hasard de décider de cette caution? Je pense que tout doit être pris en considération dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que nous avons une condition de vie très difficile. Et les gens n'ont plus de ressources, les gens n'ont plus de moyens. Et on ne doit pas pénaliser des gens qui veulent se mettre au service de l'État. On ne doit pas les pénaliser par une discrimination sur le portefeuille. Je pense que on n'aurait pas dû augmenter dans les conditions actuelles ces charges de caution qui viennent s'ajouter aux difficultés auxquelles les gens font déjà face aujourd'hui. C'est ça. Et cette disparité entre la caution des femmes et des hommes? Bon, c'est vrai qu'il faut, dans notre pays, donner l'opportunité aux femmes
plus représentées dans notre société, puisque les femmes, déjà, selon le dernier recensement, sont plus de la moitié de la population. Donc, il faut leur donner l'opportunité d'être représentées comme il se doit dans les cercles de décision. Je ne suis pas contre cette discrimination positive, mais tout cela doit s'inscrire dans un cadre général. Et c'est ce cadre général qui n'est pas bon. Et quand le cadre général n'est pas bon, les décisions spécifiques qui peuvent être prises, même si ces décisions peuvent être intrinsèquement considérées comme intéressantes, mais placées dans le cadre général qui est défaillant, eh bien ça ne produit pas des résultats satisfaisants. Est-ce que Nathalie Olympio ne serait pas dans la course pour ces deux scrutins? Vous savez... Puisque là vous entendre, vous dites bien que les Togolais n'ont pas besoin d'élections. Alors ça veut dire que... Nuance. Ah d'accord. Je n'ai pas dit que les Togolais n'ont pas besoin d'élections. J'ai toujours dit que les conditions dans lesquelles on organise les élections pour les Togolais, où l'élection n'a aucun impact sur la vie politique. Les élections ne permettent pas de changer les politiques publiques. Les élections ne permettent pas de choisir véritablement qui nous voulons choisir comme notre dirigeant. Dans ces conditions, l'élection devient une farce. Ça devient une parodie d'élection. Et à ce jeu-là, je ne veux pas souscrire, je ne veux pas être un faire-valoir qu'on va brandir comme quelqu'un qui participe à un jeu qui est malsain finalement. C'est pour ça que je ne participe pas. Ce pourquoi je me bats, c'est que demain, et quand je dis demain, c'est maintenant que nous voulons cela. Ce pourquoi je me bats, c'est que les Togolais puissent se réunir en toute liberté. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce pourquoi je me bats, c'est que les Togolais puissent s'exprimer en toute liberté. Ce pourquoi je me bats, c'est que les Togolais ne soient pas contraints à l'exil. Ce pourquoi je me bats, c'est que les Togolais ne soient pas jetés en prison pour leurs opinions. Ça, c'est le cadre de l'état de droit, c'est le cadre de la démocratie, c'est le cadre du respect des libertés. Ce sont ces valeurs qui motivent mon engagement. Et c'est pour ça qu'il faut aller porter rose ce message. C'est justement pour ça qu'il ne faut pas participer à cette mascarade. Vous savez, j'aime beaucoup d'amis qui participent, qui y vont, des gens pour qui j'ai beaucoup de respect. Et certains d'entre eux y vont avec beaucoup de conviction, en toute sincérité. Mais il y en a d'autres aussi qui y vont parce qu'ils veulent servir de béquille au régime. Il y a d'autres qui y vont parce qu'ils ont clairement choisi de se mettre du côté de l'oppresseur. Il y a tout cela. Donc, je ne jette pas la pierre à ceux qui participent. Ils ont leurs convictions. Mais ce que je dis, c'est que ce que recherchent les Togolais, l'attente des Togolais, l'espérance des Togolais, ce n'est certainement pas dans ces élections-là. C'est ça. Puisque beaucoup de Togolais avaient regretté le boycott de 2018. Je ne sais pas ce que vous appelez beaucoup de Togolais ont regretté. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Qu'est-ce qu'ils ont eu dans toutes ces législatures où l'opposition était présente? Qu'est-ce qu'on a eu? Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que le rôle d'un député de l'opposition à l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est de voter les propositions de loi. C'est de faire voter les propositions de loi au bénéfice de la population. C'est de mener des enquêtes parlementaires ou des commissions d'information parlementaires. Est-ce que, en 30 ans d'expérience, est-ce que nous avons jamais entendu dire que une proposition de loi émanant de l'opposition a été votée et que le peuple togolais en a bénéficié? Moi, je n'en ai jamais entendu. Et les Togolais non plus. Ils n'ont jamais bénéficié de la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale. Et j'entends souvent mes amis me dire « Ah, vous savez, il ne faut pas leur laisser le boulevard. » C'est ça. Mais de quel boulevard part-on? De quel boulevard part-on? Est-ce que la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale a jamais empêché le régime de faire ce qu'il a envie de faire? Non, jamais. Tout ce qu'ils veulent faire, ils le font. Le budget qu'ils veulent faire passer, tous les budgets qu'ils préparent, passent comme une lettre à la poste. D'accord? Oui, certains nous diront, on fait des interpellations, on demande au ministre de venir s'expliquer. D'accord, tout ça c'est très bien, les gens peuvent intellectuellement se faire plaisir. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que ça apporte aux Togolais? Est-ce que ça améliore les conditions de vie? Est-ce que ça améliore le système de santé? Est-ce que ça améliore le système éducatif? C'est pour ça que je me dis, et je partage avec les Togolais, que nous devons nous inscrire dans une lutte qui va changer tout cela.
Il faut changer fondamentalement le cadre. Ce ne sont pas les éléments ponctuels à l'intérieur qui nous dérangent. Ce n'est pas contre ça qu'il faut se battre. Vous savez, depuis 1990, nous avons acquis de haute lutte beaucoup de choses. On avait un cadre de manifestation, la loi sur les manifestations publiques, oui, qui accordait un certain nombre de, je dirais, un certain nombre de modalités qui nous permettaient de nous exprimer, de manifester. Du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le régime a décidé de tout balayer et de mettre une loi qui lui convienne. On avait voté également à l'époque les 2 tours de l'élection présidentielle. Le jour où le régime a décidé que ça ne lui plaisait plus, ils ont enlevé les 2 tours, ils ont mis un seul tour. Et quand ça les toque une autre fois, ils remettent les 2 tours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que nous n'aurons pas un cadre assaini, démocratique, propre, eh bien, le régime fera toujours ce qu'il a envie de faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'accompagner dans cet exercice malsain de fraude et qui, aujourd'hui, pénalise tous les Togolais. Et ça ne changera pas aussi grand-chose, M. Nathalie Olympio. Qu'est-ce qui ne changerait pas grand-chose? Le fait de se retirer, de les laisser, de ne pas... Non. Est-ce que je croise les bras? Les Togolais ne croisent pas les bras. Les Togolais, quand ils le décident, ils se lèvent, ils manifestent, ils sont dans les rues, ils l'ont fait en 2017, ils l'ont fait en 2012, ils l'ont fait en 1998, ils le font régulièrement. C'est vrai que ça coûte très cher aux Togolais, puisqu'en 2005, plus de 1000 personnes ont été tuées dans l'accession au pouvoir de Faure Gnassingbé. C'est ça la réalité également. Donc, oui, les Togolais se battent pour leur liberté, ils se battent pour l'état de droit et je ne pense pas qu'il faille, nous avons le devoir de ne pas sacrifier cet effort-là en participant à des élections qui ne changeront rien dans la vie des Togolais. C'est cela. Autre de notre discussion, c'est que vous portez désormais une nouvelle casquette. Vous êtes le président du réseau, du cercle stratégique de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est un changement de casquette ou bien la continuité de ce que vous portez déjà de chef de parti? Et qu'est-ce qui justifie cette mutation de M. Olympio? Ben, écoutez, regardez comment les partis politiques sont traités au Togo. Les partis politiques ne sont pas considérés à leur juste valeur. Les partis politiques on les empêche de fonctionner. Les partis politiques ne peuvent pas se réunir. Les partis politiques ne peuvent pas faire des manifestations. Les partis politiques ne peuvent pas faire des conférences de presse. En réalité, nous sommes comme un décor dans le paysage politique du Togo. Les partis politiques de l'opposition sont comme des éléments de décor. D'accord? Donc, quand nous sommes dans cette configuration-là, quelle est fondamentalement la valeur ajoutée que nous apportons au peuple togolais en tant que parti de l'opposition? Je venais de dire tout à l'heure que à l'Assemblée nationale, on n'a aucun résultat. Donc, nous sommes partis de cette observation-là en disant, aujourd'hui, la seule chose qu'ils ne peuvent pas contrôler aussi facilement qu'un parti politique, c'est quoi? C'est le citoyen. Et donc, il faut que nous nous engagions dans une démarche qui englobe non seulement les problématiques du Togo, parce que c'est ça qui est important pour nous, mais aussi de tenir compte de ce qui se passe dans la sous-région. Il y a une mutation profonde qui s'opère au sein en Afrique de l'Ouest. Nous devons avoir une lecture, nous devons avoir une réflexion sur ces choses-là pour voir quel est l'impact de l'extérieur sur ce que nous vivons à l'intérieur. C'est pour ça, avec quelques amis, nous avons décidé de mettre en place le cercle d'études stratégiques sur l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir mener des réflexions sur ce qui se passe dans notre pays et sur ce qui se passe dans la sous-région et au-delà. C'est ça. Et concrètement, cet engagement que vous faites maintenant, c'est la suite, la continuité de... C'est absolument la continuité. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, est-ce que c'est différent de ce que vous m'aviez entendu dire il y a quelques mois? Non, c'est exactement la même chose. Simplement, nous avons aussi observé qu'au Togo, eh bien, nous n'avons pas beaucoup de think tanks au Togo. Quand vous regardez le Bénin à côté, quand vous regardez le Sénégal à côté, quand vous regardez... Les citoyens s'engagent dans des démarches de réflexion, d'analyse, de prospective, et ils produisent des rapports, tout cela, mais au Togo, nous n'en avons pas. C'est ça. Il y a une crise aujourd'hui au Sénégal. Oui. Eh bien, nous avons vu les intellectuels sénégalais
se dresser contre la volonté du président Macky Sall de repousser l'élection présidentielle. Oui. Ce sont de grands professeurs. Ils se sont exprimés. Ils ont pris la parole. Ouvertement. Ils ont fait une vidéo, visage découvert. Oui. Eh bien, j'aimerais un jour voir ça au Togo. J'aimerais un jour que nos intellectuels puissent s'exprimer sur les politiques publiques, puissent dire ça, ce n'est pas bon pour notre communauté. Et ne pas s'enfermer dans les laboratoires et leurs centres de recherche uniquement à réfléchir sur leur matière. Il faut que nos intellectuels, et il y en a de brillants, il faut que nos universitaires s'expriment sur ce qui se passe au Togo. Il faut que nos universitaires donnent l'orientation, aident la population à comprendre les enjeux. Malheureusement, nous n'avons pas encore cela et ça manque cruellement à la lutte que le peuple togolais mène pour avoir un espace de liberté et l'état de droit. C'est pour ça que j'interpelle aujourd'hui les universitaires, les hommes de culture, les intellectuels togolais. Engagez-vous et puis donnez-nous votre science, partagez votre science avec nous pour le bénéfice des Togolais. Parce que les leaders d'opinion que vous êtes, dans la connaissance de vos matières scientifiques, le peuple togolais en a besoin. Donc ça va suffisamment impacter l'action politique des gouvernants, c'est ça? Beaucoup plus que l'action politique directe, c'est ça? Écoutez, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle du Sénégal, le Conseil constitutionnel, oui. Et le Conseil constitutionnel, autant pour moi, la Cour constitutionnelle, c'est au Togo. Oui. Le Conseil constitutionnel a pris une décision qui a dit le droit, qui annule le vote à l'Assemblée nationale et qui est portant report de l'élection présidentielle. Ils ont retoqué également le décret signé par le président Macky Sall. Mais quand le droit a été dit de cette manière, eh bien, il faut noter que les intellectuels s'étaient déjà prononcés. Oui. Ils ont en quelque sorte balisé la voie pour les juges constitutionnels qui se sont inscrits dans ce que le peuple sénégalais attendait. Donc, oui, le rôle des intellectuels est aussi déterminant dans la lutte que les Togolais sont en train de mener. C'est aussi une question d'homme qui anime ces institutions, parce qu'il faut une bravoure, être courageux pour prendre le devant des choses et parler ouvertement. On l'a vu, vous le dites tout à l'heure, au Sénégal, on a déjà découvert, on a vu cette d'une demi-dizaine d'intellectuels qui ont parlé directement à Macky Sall. Alors vous voyez ce que vous venez de dire, il faut être courageux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une menace. Ça veut dire qu'il y a un régime répressif. C'est ça. Et donc il faut être courageux pour donner son opinion. Ce n'est pas normal. On n'a pas besoin de courage pour donner son opinion dans un État qui se veut un État de droit. Alors qu'au Togo, oui, il faut du courage. C'est ça. Parce que la répression, elle est forte, parce que on ne laisse pas les gens dans la liberté de s'exprimer. Et c'est tout cela que nous devons braver pour que ça ne puisse pas perdurer encore longtemps. Alors, on reste avec votre casquette de président du cercle de réflexion sur l'Afrique de l'Ouest. Et il y a eu, l'Afrique, vous l'avez dit, la sous-région est agitée, ces derniers temps, il y a une mutation qui s'opère, le Mali, le Niger, la Guinée et le Burkina, donc qui veulent sortir les trois pays-là, qui veulent sortir de la CEDEAO. Quel est votre regard là-dessus? Vous pensez que c'est une bonne ou mauvaise chose de sortir de la CEDEAO? Je ne dirais pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je dirais que c'est un échec pour la CEDEAO. Depuis 1975 que l'organisation est mise en place, nous avons tous bénéficié d'un certain nombre de succès de la CEDEAO, notamment en matière économique. Il est important de le souligner, parce que la CEDEAO, c'est une communauté économique avant tout. Mais depuis l'année 2000, quand la CEDEAO a commencé à aborder les questions politiques. Mais depuis cette période-là, il n'y a plus d'avancée, ni économique, ni politique. Si bien que les jeunes de 20 ans aujourd'hui ne voient pas quel est l'apport de la CEDEAO. Parce que toutes les grandes décisions de passeport unique, de libre circulation des personnes et des biens, tout ça, ça a été pris avant l'an 2000. Donc, depuis que la CEDEAO s'est ouverte à la dimension politique, il n'y a plus de résultats. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais c'est très mauvais, justement, parce que c'est très mauvais. Il faut aussi régler la question politique. Oui, mais justement, il y en avait. Oui, je dis, non, le fait d'aborder les questions politiques, c'est pas mauvais. Oui. Mais le fait de n'avoir pas de résultats 20 ans plus tard, c'est ça qui est la déception. Et la CEDEAO s'est enfermée aussi dans ses propres contradictions, en
en menaçant, en prenant des mesures de rétorsion très très fortes, très violentes sur la population, fermeture des frontières, tout cela dans une incohérence par rapport aux différentes situations où il y a deux poids, deux mesures. Les uns sont félicités quand ils font des fraudes électorales, quand ils modifient la Constitution pour rester au pouvoir, la CEDEAO les félicite. Et quand il y a un coup d'État militaire, la CEDEAO sort les muscles, menace d'intervention militaire. Donc nous avons deux poids, deux mesures, alors que celui qui manipule la Constitution pour rester au pouvoir ou celui qui prend les armes pour accaparer le pouvoir, les deux sont en train de faire un coup d'État. Et c'est cette duplicité de la CEDEAO qui pousse aujourd'hui les trois pays de l'AES, le Niger, le Burkina et le Mali, à sortir de l'organisation. Ce n'est pas une bonne chose parce que c'est un échec. D'accord. Mais je pense que, excusez-moi, je termine sur ça, je pense que cette situation doit être un électrochoc pour la CEDEAO. Mais la CEDEAO n'en a pas encore véritablement pris conscience parce que nous avons vu dans la crise du Sénégal, avec le report de l'élection, la CEDEAO a été plutôt timide. Il n'y a pas eu de condamnation du Sénégal. Il n'y a pas eu... Patrice Talon l'a fait en tant qu'individu. Le président Talon, aujourd'hui, pour moi, je le vois comme le médecin conseil qui peut empêcher que la CEDEAO se retrouve à la morgue parce qu'elle est aujourd'hui sur une civière. Et il a une lucidité et il a une démarche aujourd'hui pragmatique qui tranche avec ce que nous observons avec les autres chefs d'État. Donc oui, je pense que la CEDEAO n'a pas encore compris, je dirais, la gravité de ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, ils ont raté le coche, de mon point de vue, en n'étant pas, je dirais, à côté du peuple au Sénégal pour dire au président Macky Sall de ne pas s'engager dans cette voie sans issue. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je pense que les trois pays de l'AES ne vont pas revenir dans la CEDEAO. Je ne le pense pas. En revanche, ce que la CEDEAO doit faire, c'est justement de se battre pour que d'autres pays ne soient pas tentés de sortir. C'est de consolider ce qui existe, parce qu'il y a déjà de gros efforts qui étaient faits jusqu'avant l'an 2000. Maintenant, sur le plan politique, il faut changer les règles, il faut changer les fonctionnements et il faut donner la chance à la CEDEAO de devenir vraiment la CEDEAO des peuples. Oui, comme on le dit, n'est-ce pas? Et dans cette crise de la CEDEAO, notre diplomatie est restée très active en prenant constamment le dialogue. La diplomatie togolaise est dans l'activisme. Dans l'activisme parce que ça saute partout. Ça va au Niger, ça va au Burkina, ça va au Mali, ça va au Tchad, ça va au Soudan, ça va dans tous les sens. Et oui, cet activisme-là, les Togolais ne le voient pas comme une fenêtre d'opportunité. Parce qu'ils savent que les mêmes personnes qui s'agitent autour des difficultés des autres pays, ces mêmes personnes sont dans une démarche qui n'offre pas au peuple togolais l'épanouissement. Ils sont dans une démarche qui avilit le peuple togolais. Et donc, on ne peut pas demander aux Togolais d'applaudir une diplomatie tous azimuts, alors que les mêmes personnes infligent aux Togolais une situation politique intérieure qui est désastreuse. C'est ça. Donc, oui, mais il y a cette volonté de rapprochement, parce qu'en réalité, on était un peu réticent à accompagner les sanctions prises par la CEDEAO. Ben, je ne sais pas si on était réticent. Vous savez que les décisions au sein de la CEDEAO sont toujours prises à l'unanimité. Par les chefs d'État, oui. Les décisions sont prises à l'unanimité. Si tous les chefs d'État ne votent pas une disposition, elle ne prend pas effet. C'est ça. Donc à partir du moment où les sanctions sont votées, sont appliquées, ça veut dire que tous les chefs d'État ont voté pour cela. Qui étaient présents ont voté pour cela. D'accord ? C'est pour ça que jusqu'à présent, on voit que la disposition sur la démocratie et la bonne gouvernance qui limite les mandats à 2 n'a encore jamais été votée à la CEDEAO parce que le Togo s'y oppose farouchement et particulièrement d'autres pays aussi s'ajoutent au Togo de temps en temps, mais c'est le Togo qui est, je dirais, le plus fervent opposant à la limitation du mandat au sein de la CEDEAO. Très rapidement, quel avenir pour la CEDEAO dans les 5 ans, 10 ans?
Mais la CEDEAO, si elle ne se reprend pas véritablement dès maintenant, elle va devenir quelque chose qui ne sert à rien, que personne ne respecte. Elle a perdu beaucoup de sa crédibilité, donc il faut vraiment un électrochoc. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la conférence de presse du président Talon le 8 février dernier est pertinente. Ses interventions sont lucides et donnent une orientation de ce que la CEDEAO devrait faire et de sortir dans cette habitude de sanctions, et je dirais sanctions qui ne sont même pas prédéfinies dans les textes de la CEDEAO. Tout à fait. On revient au Togo pour clôturer cette émission, cet échange pour les élections, le 2 scrutins. Avez-vous un message, enfin après tout, que vous avez observé pas mal de choses, vous avez pris pas mal de distance. Alors que dire aux citoyens qui nous suivent en cet instant? Écoutez, je dirais aux Togolais que ce que nous devons faire aujourd'hui pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres en tant que Togolais, c'est de se mettre dans une lutte citoyenne, celle qui met tous les citoyens ensemble, celle qui met de côté nos objectifs partisans, celle qui met de côté nos partis politiques, parce que les partis politiques défendent leur chapelle. Il faut que nous soyons, en tant que citoyens togolais, dans une démarche d'affrontement avec le régime, affrontement d'idées, affrontement de convictions, affrontement de valeurs, pour que les Togolais puissent retrouver un espace de liberté, un état de droit et des opportunités qui leur offrent un avenir beaucoup plus intéressant. C'est ça. Merci à vous pour votre disponibilité pour ce temps passé en studio. Merci. Voilà. Mes téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Rencontre Échange. Nathaniel Lupio, président du cercle d'études stratégiques sur l'Afrique de l'Ouest, a été mon invité. On a parlé des enjeux et défis du 2 scrutins 13 avril prochain et peut-être une leçon de cloche la semaine prochaine. Au revoir et à très bientôt. Merci.